Bon allez, c'est parti, petite vidéo un peu plus chill que d'habitude, je dirais, en tout cas pour moi, à tourner, puisqu'aujourd'hui je vous présente mes nouvelles bibliothèques. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et comme vous l'avez vu dans le petit préambule, je vous propose donc aujourd'hui un bookshelf tour. C'est quelque chose que je n'ai pas tourné depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans me semble-t-il. Beaucoup de choses ont changé depuis, j'ai déménagé et je viens récemment de changer mes bibliothèques suite à un petit problème avec les bibliothèques les Billy de chez Ikea, donc les moyennes, qui se sont complètement effondrées. Donc j'attendais ma commande et livraison depuis environ un mois. Et ça y est, donc les bibliothèques sont arrivées, elles sont ici. Je vais vous présenter un petit peu le rangement que j'ai établi, mais aussi voilà, vous donner mon avis sur le système de rangement que proposent ces bibliothèques-là, qui sont beaucoup plus massives, beaucoup plus résistantes aussi. Et l'espace de stockage est infiniment plus grand, plus complet que sur des Billy. Bref, je vous parle de tout ça plus en détail en même temps que je vous montre un petit peu, que je vous fais l'espèce de tour de la bibliothèque. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai deux bibliothèques comme celle-ci. Donc il me semble que c'est la gamme Mnet chez Ikea. Ici elles sont bicolores, donc tout à la fois couleur pain et blanc. Elles sont relativement simples à monter, bien que la première m'ait posé quelques difficultés, mais une fois que vous avez pris le coup de main, les choses se font tout de même assez facilement. Ce qui est sensiblement différent de la Billy, c'est son coût, puisque il me semble que la bibliothèque est à 220 ou 230 €, à savoir que j'ai tout de même réussi à ranger deux Billy dans une Mnet, donc en gros l'équivalent de, je sais pas, la Billy, je ne connais plus les prix, mais en gros voilà, comptez que vous n'en achetez qu'une pour ranger ce que vous rangeriez dans deux sur la Billy, donc c'est quand même nettement avantageux. Ensuite, je vous le disais tout à l'heure, la résistance elle a vraiment rien à voir, les bibliothèques ne bougent pas du tout. J'ai vraiment pu mettre la totalité de mes ouvrages sans me poser la question de si les planches allaient tenir, c'est quand même un sacré confort. Pour moi en tout cas ça a tout changé, et même d'un point de vue esthétique je préfère 1000 fois cet aménagement et ces bibliothèques qui se marient beaucoup mieux avec l'ambiance que je voulais donner à ma chambre, qui est aussi mon bureau, donc c'est tout de même assez important puisque je passe beaucoup de temps dans cet espace. Et voilà, je suis relativement satisfaite du résultat, même si je pense qu'à terme je me procurerai une troisième bibliothèque de ce type pour compléter et maximiser le rangement de la pièce, puisque comme vous le verrez il me reste deux petites Billy dans le coin là-bas pour mes mangas et pour mes grands formats, romans young adulte, romans contemporains, bref, tout ce qui est hors classique, essai et poche plus généralement. L'exception réside toutefois dans les caisses à vin que j'ai mis au-dessus, et d'ailleurs on va commencer par là pour ce bookshelf tour. Je vous préviens d'ailleurs, si vous entendez un gros boom, c'est simplement que la chaise n'a pas tenu. Donc l'un des premiers problèmes de cet espace de rangement, même s'il est très élégant, c'est son accessibilité, puisque comme vous pouvez le voir, je ne peux pas atteindre les livres du haut sans la chaise, et je vais donc devoir vous récupérer à la main. Donc voilà à quoi ressemble l'espace de rangement en haut. Comme vous pouvez le voir, vous trouvez ici tout ce qui va être plus fantasy, romantasy, young adulte, bref des sagas que j'ai beaucoup appréciées, et majoritairement, donc vous le voyez là, ici tout ce qui va être ouvrage un peu plus collector ou en hardback, bref des choses que j'ai voulu conserver, que j'ai majoritairement lues me semble-t-il, même si, bon voilà, certaines choses qui ne sont toujours pas lues, je pense notamment au Prieuré de l'Oranger qui est là, qui m'effraie toujours autant après toutes ces années. Mais dans l'ensemble, voilà, ce sont beaucoup de sagas entamées, lues, complètes ou en cours de lecture, donc pas tout à fait peaufinées, terminées. Mais dans l'ensemble, ça donne ça, et c'est pas plus mal, parce que comme c'est ce que je lis le moins depuis un moment, parce que même si j'avais racheté un petit peu de fantasy et de romantasy, c'est vrai qu'actuellement je suis sur d'autres choses, beaucoup d'autres choses, mais pas spécialement sur ce genre littéraire. J'ai plus de batterie, mais je pense que je vais devoir continuer de toute façon en caméra à la main. Alors la plupart des décorations qui se trouvent dans ma bibliothèque, je ne pourrais pas vous donner de référence puisqu'elles viennent de divers vide-greniers, donc voilà, ce sont des choses que je me suis procurées d'occasion, sauf voilà quelques
2-3 petites choses qui viennent de chez Action. Par exemple ça, le champignon qui est là, voilà, ça c'est une pop classique, c'est la pop de Willy Wonka dans Wonka. Là vous avez une pop de Dune également, mais voilà, c'est tout pour... là vous avez un mug de chez Caro from Woodland, mais pour le reste, voilà, malheureusement ça va être beaucoup de choses qui se trouvent en vide-grenier, donc d'occasion. Et d'ailleurs vraiment n'hésitez pas, si vous cherchez des choses pour décorer vos bibliothèques, à vous balader un petit peu en vide-grenier, chez Emmaüs, bref, il y a énormément d'endroits où vous pouvez trouver des choses très très sympas. Alors rien de fou dans mon rangement au niveau de mes bibliothèques de classiques, c'est-à-dire que mes livres sont rangés par ordre alphabétique. Donc vous avez ici, on commence avec Robert Anselme et l'espèce humaine, que je dois lire d'ailleurs, qui est dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge et que je souhaite lire depuis ma lecture de La douleur de Duras. Et on termine ici avec Don Quichotte de Cervantes. Ici j'ai un petit thermomètre, alors franchement très très appréciable pour l'humidité. Parce que c'est vrai que l'humidité, donc d'une part fait jaunir les livres, mais aussi pour la conservation des bibliothèques en elles-mêmes, etc., etc. Enfin, c'est vachement pratique. Et même moi, je n'aime pas beaucoup l'humidité. Là, vous pouvez voir que c'est pas incroyable, mais en même temps, si je vous montre le temps à l'extérieur, vous allez comprendre tout de suite. Il pleut depuis 2 jours, je crois, 3 jours. Donc voilà, c'est pas terrible. Donc dès qu'on aère un petit peu, c'est la catastrophe. Donc ensuite, même principe donc pour l'étagère qui suit. Je filme d'abord le haut, même si donc vous n'avez pas les livres par ordre alphabétique, pour la simple et bonne raison qu'après je pourrais remettre l'appareil sur pied et ça m'arrange bien. Donc là on a un exemplaire du Petit Prince qui m'avait été offert par un ami, qui est une ancienne édition que je trouve vraiment très très belle et que donc j'ai mis ici, même si elle a un petit peu cher avec le temps, mais voilà, je l'aime beaucoup. Donc là on est déjà sur les T, les V, les Z, on a Zola, bref, on est beaucoup plus loin dans l'alphabet, mais voilà, ça va me permettre ici de redescendre et de pouvoir poser un petit peu l'appareil photo. Donc on reprend ici avec Carrère l'adversaire, qui est d'ailleurs un livre dont je ne vous en ai jamais parlé. Je n'étais pas très active sur YouTube au moment où je l'ai lu. C'est un ouvrage qui est très intéressant, qui reprend l'histoire d'un fait divers en se la réappropriant de façon très particulière et très intéressante. Alors dans l'adversaire d'Emmanuel Carrère, on va suivre donc Emmanuel Carrère s'inspire d'un fait divers, celui de l'affaire Roman. C'est une affaire criminelle impliquant donc Jean-Claude Roman, un homme en apparence voilà ordinaire, qui a des enfants, qui est marié, qui occupe un poste à responsabilité. Mais entre le 9 et 10 janvier 93, il assassine ses parents, sa femme et ses enfants. Voilà, la question ça va être un petit peu pourquoi, et Emmanuel Carrère va donc assister au procès, me semble-t-il, et à partir de cette histoire donc construire l'adversaire, qui est un roman vraiment fascinant que je vous invite à découvrir si ce sont des thématiques qui vous intéressent, et plus généralement si vous souhaitez découvrir la plume d'Emmanuel Carrère. Je ne vais bien évidemment pas sortir tous les livres, mais voilà, je vous parlerai de temps en temps des choses qui m'ont plu. Donc Mémoires d'Outre-Tombe, Chateaubriand, j'ai seulement les Mémoires d'Outre-Tombe, la première partie, et Atala et René. Atala, c'est un texte sur lequel j'ai travaillé lors de mes études et que j'aime beaucoup, qui je trouve expose les thématiques du romantisme avec beaucoup de violence, mais de façon très poétique aussi. Donc c'est un livre que j'apprécie bien et dont je vous parlerai plus en détail dans ma vidéo dédiée aux souffrances du jeune Werther, pour reprendre donc un petit peu l'idée générale du mouvement romantique. Ensuite j'ai un livre ici que je n'ai pas encore lu, Le livre de ma mère d'Albert Cohen, puisque je souhaite, je vous en avais parlé, vous faire une vidéo sur le deuil et particulièrement sur le deuil maternel. Ensuite donc beaucoup de livres de Colette, dont un que je vous recommande vivement, c'est celui-ci. J'ai découvert Colette avec la chatte et vraiment pour moi c'est un de ses chefs-d'œuvre, même si j'aime beaucoup Chéri, j'aime beaucoup la plupart de ses œuvres, j'aime beaucoup Sido, j'aime beaucoup Les Vrilles de la Vigne. Sido, on étudie un petit texte issu de ce recueil-là en classe, et c'est vrai que j'aime beaucoup, de ce recueil, de cet ouvrage-là en classe, et c'est vrai que j'aime beaucoup. Ici, Euphorie d'Éline Culed, qui est donc une biographie un petit peu librement inspirée, si j'ai pu comprendre, bien compris, de Sylvia Plath. Les Lettres de mon moulin, qui est un ouvrage vraiment très symbolique pour moi, puisque c'est quelque chose qu'on lisait, qu'on écoutait beaucoup à la maison quand j'étais petite. Ensuite, Marguerite de Navarre, Barbé, voilà, un petit peu de tout.
Je vous rapproche un petit peu si vous souhaitez voir plus en détail. Mais voilà, beaucoup d'ouvrages classiques, hein, c'est majoritairement ce qui se trouve dans cette bibliothèque-là. L'année de la pensée magique, je vous en ai parlé récemment, donc de Joanne Didion. Je viens de recevoir, je crois que c'est Les Nuits Bleues, qui parle donc du deuil et de la perte de sa fille. Je vous en parlerai quand je l'aurai lu. La vraie vie d'Adeline Dieudonné, qui est un ouvrage contemporain que j'ai beaucoup apprécié. Les ouvrages de Digli, je les lis tous, même si je ne les garde pas forcément tous. Daphné du Maurier, que je dois lire très rapidement d'ailleurs. Ça me fait penser d'ailleurs que j'ai une autre partie d'ouvrage en poche à vous montrer ensuite, parce qu'il y a une partie que je n'ai pas fini de ranger. Duras, donc il y en a quelques-uns quand même de Duras, hein. Donc voilà, tout Duras ici. Donc je n'ai pas tout lu, mais j'en ai lu quand même maintenant une bonne partie. Ensuite on passe à ce qui était anciennement une étagère dédiée, puisque les œuvres de Dostoïevski, ça fait quand même un paquet de choses, et il faut savoir qu'il m'en manque encore, puisqu'ici je n'ai pas l'intégrale de l'Idiot, je n'ai que le tome 1. Il me semble qu'il me manque la 3e partie des démons, et également voilà, bon nombre de petites nouvelles comme celle-ci. Non, pardon, j'ai les 3 parties des démons, je ne les ai toujours pas lues, mais j'ai bien les 3 parties, simplement elles ne sont pas rangées au bon endroit. Et ici j'ai donc un thésaurus qui est très pratique, puisqu'à l'intérieur nous pouvons trouver certaines nouvelles qui n'ont pas encore été édité, réédité en tout cas chez Babel, avec la fameuse traduction d'André Markovitch, donc que je lis et que personnellement j'aime beaucoup. On m'a posé la question en commentaire, moi c'est celle que je privilégie parce que j'ai essayé de lire Dostoïevski chez Folio et j'avais moins apprécié la traduction, il me semble que c'était chez Folio. Peut-être chez le livre de poche, bref, mais en tout cas moi personnellement c'est la traduction qui me sied le mieux. Après évidemment libre à chacun de faire son expérience. Ensuite j'ai gardé Les dangers de fumer au lit de Mariana Enriquez, malgré ce que j'ai pu vous en dire, parce que je suis curieuse de le relire à l'occasion. Je me suis procuré également ce recueil-là de poèmes, ce recueil de nouvelles, donc Ce que nous avons perdu dans le feu, dont j'aime beaucoup le titre mais que je n'ai pas encore lu. Ici tous mes livres d'Annie Ernaux, donc il y en a quelques-uns, Tandis que j'agonise de William Faulkner. Ici qu'est-ce que vous avez encore, un livre de Fitzgerald, Le début de Flaubert, avec 1 million d'exemplaires de Madame Bovary. Vous allez le voir quand on va descendre. Voilà, un là, j'ai 4 exemplaires donc de Madame Bovary, en sachant qu'ils sont tous annotés pour des raisons différentes. Certains ont été annotés pour de la recherche, je pense notamment à celui-là, qui est vraiment annoté d'une façon complètement anarchique, mais qui m'a beaucoup aidé pendant mes études. Je m'étais fait engueuler parce que ce n'est absolument pas une édition de référence à la fac, cette édition-là. Mais comme je n'avais pas beaucoup d'argent à l'époque, je vais pas dire que maintenant je croule sous l'or, mais en ayant un travail fixe, déjà je gagne beaucoup mieux ma vie que lorsque j'étais en restauration et que j'étais étudiante à côté. Donc c'est vrai que j'avais privilégié l'achat de ces petits titres là qui étaient à des tarifs vraiment très très appréciables. Et d'autant plus je l'avais trouvé d'occasion chez Gilbert Joseph, donc parce que c'était une édition plus ancienne encore que moi. Donc je l'avais payé peut-être 50 centimes, c'était vraiment... Et j'ai fait ma première lecture de Madame Bovary sur cet ouvrage là, donc symboliquement, voilà, pour moi c'est vraiment... Ensuite, un ouvrage qui fait un petit peu de débat dans la communauté littéraire. Moi, j'ai beaucoup travaillé dessus et j'aime beaucoup l'interprétation de Bernard Fauconnier, donc de la vie de Flaubert et des analyses de ses œuvres, puisqu'il opte tout de même très souvent pour cette idée que Flaubert est bien plus transparent dans ses œuvres que ce qu'il voudrait, mais aussi que ce que les spécialistes peuvent le dire. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ça, c'est pour ça que j'ai gardé sa biographie. J'en ai lu une autre de Michel Houellebecq que je trouve incroyable. Je ne l'ai pas retrouvée encore, je vous avoue, je ne l'ai pas beaucoup cherché, il faudra que je la retrouve. Et là, celui-là, je ne l'ai pas encore lu, mais donc Gustave Flaubert, écrivain, il me semble que donc c'est Maurice Nadeau. Et là, on se penche un petit peu plus sur l'aspect très littéraire des textes de Flaubert, donc au-delà même de sa psychologie, sa façon d'être, etc., etc. Mais vous pouvez voir que chez Flaubert, j'ai souvent les livres en double, 3 comptes, je l'ai également en double, on l'avait là-haut, parce que je les annote beaucoup et toute relecture est porteuse de sens, de nouvelles significations, et je veux tout annoter. Ensuite, un auteur que je n'ai pas encore lu, mais dont j'entends beaucoup de bien, donc Pete Fromm, ici avec Mon désir le plus ardent. J'en ai un autre, je crois, dans la bibliothèque grand format, qui est cette fois orienté réécriture de mythes, mais je ne l'ai pas encore lu non plus. Ça, c'est une de mes plus belles découvertes de cette année, je vous en ai parlé à plusieurs reprises. C'est donc Alicia Gallienne et sa plume somptueuse.
Romain Gary, je vais pas m'étendre parce que sinon nous allons rester là un petit moment. Quelques livres de Julien Green, La lettre à D, donc d'André Gorz, qui est formidable et dont je vous ai déjà parlé. Ici, Faust, il manque, donc de Goethe, il manque Les souffrances du jeune Werther, c'est parce que je dois vous en parler en point lecture, mais il est bel et bien dans ma bibliothèque. Un ouvrage de Gisèle Halimi que je dois absolument découvrir, dont j'entends beaucoup de bien, donc Le lait de l'oranger. Je ne connais pas la plume de Gisèle Halimi, donc ce sera une découverte, pardon pour le bruit haut de jeu. Un petit peu de littérature iranienne ici avec Sadek Elayat que je n'ai pas encore lu. Dans la forêt de Jean Egland, qui est un ouvrage que j'aime beaucoup. Hermann Hesse avec Le loup des steppes et Narcisse et Goldmund. Brother de Yua, qui est donc de la littérature chinoise. Victor Hugo, qu'est-ce qu'on a ensuite là-bas? Donc Inoue avec Le fusil de chasse. Il me semble que j'en ai d'autres, je ne sais pas où ils sont. Je crois que c'est un petit peu le bazar finalement. Je vous les montrer juste après l'avoir rangé. Elle n'est pas très bien rangée finalement. Quelques ouvrages de Kafka, donc notamment Le château, Le procès et des petites nouvelles. Et bien sûr La métamorphose. On va encore descendre d'un étage. Donc je vous décale la décoration à chaque fois pour pas que vous soyez gênés. Hop, alors ici La saison des pluies de Nagai Gafu, qui est un ouvrage dont je n'ai jamais entendu parler mais qui me tente beaucoup. La végétarienne de Han Kang, qui sera dans mes coups de cœur de cette année, indubitablement. Journal d'une ménagère folle. Alors là ici c'est une réédition qui est parue récemment chez Gallimard. Vraiment ces collections sont très agréables à lire. Donc je vous les recommande si vous voulez faire la découverte d'auteurs qui sont réédités comme ça là actuellement, vraiment elles sont très sympas. Kawabata, donc littérature japonaise. Ici pareil, littérature japonaise de Toutes les nuits les amants, je pense que vous l'avez vu passer partout l'année passée, donc je ne vais pas m'étendre. Un ouvrage qui fera partie de mes prochaines lectures très certainement, Être son destin de Imre Kertész, j'espère que je le prononce bien, qui est un roman hongrois écrit par un homme donc qui vit l'enfer des camps de concentration. Je n'en avais jamais entendu parler, je suis tombée dessus récemment sur un reel Instagram et je n'avais qu'une envie, c'était découvrir ce titre, même si voilà actuellement mon état me le permet pas vraiment. Je vais pas non plus pousser trop la chose puisque dès que je lis quelque chose d'un petit peu trop intense, ça va pas trop, donc un petit peu compliqué. Bref, Madame de Lafayette avec La princesse de Clèves et La princesse de Montpensier. Je fais partie des personnes qui apprécient beaucoup La princesse de Clèves déjà et Madame de Lafayette tout court, même si je sais qu'elle est hautement critiquée dans bon nombre de milieux littéraires. Moi personnellement je trouve que vraiment ce qu'elle fait est très qualitatif, j'aime beaucoup et je trouve ça très divertissant. Ensuite on a aussi ici Violette le Duc avec La bâtarde, L'Asphyxie et Thérèse et Isabelle dont je vous ai parlé. Je pense l'an passé, j'avais beaucoup apprécié cette lecture. C'est un ouvrage très bref qui parle de la découverte de l'amour passionnel, de la sexualité, de l'intimité entre deux jeunes filles dans une espèce de couvent ou d'école pour filles. C'était vraiment fascinant et divinement écrit. La plume de Violette le Duc est extrêmement exigeante mais elle est merveilleuse. Je vous invite vraiment à la découvrir si vous en sentez la force parce que c'est très demandant d'un point de vue stylistique. Mais l'effort en vaut la découverte, en vaut l'expérience, c'est vraiment formidable. Si c'est un homme de Primo Levi, qui est donc, alors là, l'exemplaire sur lequel je l'avais découvert, donc vraiment là depuis une paire d'années, il a sacrément voyagé parce que j'ai lu ce livre un petit peu donc dans mes années, je pense que c'était ma première année de fac, et c'est voilà les premières fois où je voyageais un petit peu, alors pas forcément très loin. Mais voilà, il est allé avec moi à Bruxelles, en Hollande. Enfin, c'est un livre auquel je tiens beaucoup. Et c'est un livre aussi qui m'a profondément marqué, bref, je peux que vous inviter à lire si c'est un homme. Martin Eden, que je n'ai toujours pas lu, même si je sais qu'il faut que je le fasse. Maupassant, je vais pas plus appuyer sur Maupassant. Bon, je sais que, voilà, Belle Amie, mais moi, celui que je vous invite vraiment à découvrir, c'est celui-là. C'est Une vie, qui pour moi est un bel écho à Madame Bovary, même s'il présente les protagonistes, je dirais, sous un jour bien différent de ce que le fait Flaubert. C'est un très très bel ouvrage, très marquant. Et l'autre livre de Maupassant que je vous invite à découvrir, mais que je n'ai pas là, c'est Sur l'eau. Je ne sais pas où il est d'ailleurs, mais très intéressant. Donc parle beaucoup des excursions sur des petites goélettes que faisait Guy de Maupassant, voilà. Et c'est vrai que donc ça parle beaucoup du rapport à l'eau et c'est très intéressant. Ici, François Mauriac avec Le désert de l'amour, Thérèse Desqueroux et Génitry. Alors, Thérèse Desqueroux,
pour moi, grand livre. Je vous invite aussi à le découvrir. Et oui, voilà, donc le souci, c'est que j'ai retrouvé où sont les autres Daphné du Maurier. C'est pas forcément que c'était le bazar, c'est qu'il y en a un qui était rangé à D. Alors on va déplacer, hop, mixer pour pouvoir ranger Rebecca ici. Allez. Hop, donc Daphné du Maurier ici, donc avec les oiseaux qui a été adapté par Hitchcock. Rebecca qui a également été adapté par Hitchcock, me semble-t-il. Je me corrigerai par ici, là, si je me trompe. Mais il me semble que Rebecca a été aussi adaptée par Hitchcock. Les 4 filles du Docteur Mash sur la plage de Cécile. Oh, quel ouvrage. Je vous en ai parlé déjà, mais quel livre sur un couple qui vient de se marier et une jeune femme qui se rend compte qu'elle n'a aucun désir sexuel, ni pour son mari, ni pour personne. Texte incroyable. Vraiment incroyable. Écrit par un homme. Melville, Circé de Madeleine Miller. Alors il manque le chant d'Achille, je ne sais pas où il est. Mirbeau. Alors Mirbeau, alors là c'est pareil, c'est le bazar, voilà. Parce que typiquement Mirbeau, donc le jardin des supplices et le journal d'une femme de chambre. Mirbeau qui était donc un disciple de Zola pendant un temps et qui finalement s'est émancipé un petit peu j'allais dire des codes du naturalisme, et vraiment le travail de Mirbeau est très intéressant. Mishima, que dire, là aussi, grand auteur que je vous invite à découvrir. Donc franchement, je vous invite pas forcément à commencer par celui-là, même si c'est ce que j'ai fait personnellement. Il est un petit peu exigeant, il est un petit peu particulier, le Pavillon d'Or, mais il aborde quand même les grandes thématiques propres à Mishima, et c'est un ouvrage vraiment magnifique. Un livre de Otesta Moshfegh, Mon année de détente et de repos. J'en ai un autre, mais je dois vous le présenter d'abord en book-haul, qui viendra rejoindre bien évidemment cette étagère, et Anima de Wajdi Mouawad. Voilà, j'en ai déjà parlé, donc je vais éviter de passer trop de temps sur les livres que je vous ai déjà présentés en tout cas, mais j'adore Anima. Reprendre à la main, donc j'espère que ça ne bougera pas trop pour le dernier étage. Donc on va ranger, c'est comme on l'a dit, donc Nabokov avec Lolita. Il y a mon bras en gros. Donc Nabokov avec Lolita, ouvrage incroyable que je vous recommande. Murakami, qui est vraiment l'auteur qui m'a fait entrer dans la littérature japonaise. Alors on dirait pas comme ça parce que je n'en ai qu'un, mais j'ai lu Bleu presque transparent, j'ai lu Les bébés de la consigne automatique, j'en ai lu beaucoup, et c'est vrai que de façon générale Murakami m'a ouvert, je pense que c'est même Murakami qui m'a donné envie d'approfondir ma connaissance des mangas à l'époque où j'étais adolescente, parce que c'était une claque ces ouvrages. Donc on parlait beaucoup de drogue, notamment dans Bleu presque transparent, mais c'était fascinant, vraiment fascinant. J'avais lu aussi, oh là là je m'en souviens plus, je vous le mets en photo juste là, je crois que c'est Pop, j'ai retrouvé le titre, c'était Love and Pop, sur lequel j'ai travaillé à la fac et que j'avais adoré, qui parlait donc de la thématique de ces jeunes filles qui fréquentent des hommes plus âgés afin d'obtenir de l'argent, et voilà, qui est une vraie problématique au Japon, et c'était très intéressant. Donc voilà, j'ai aimé tout ce que j'ai lu de Murakami pour l'instant. Alors il y a un problème là. Bon, maintenant que Nabokov a retrouvé sa place, j'ai gardé 2 livres d'Amélie Nothomb qui sont mes préférés de très loin. Stupeur et tremblement, pour sa fin, pour vraiment les quelques mots de sa fin. Je pense que je les connais encore de tête, mais quand j'étais adolescente, ça m'avait bouleversée. Donc c'est ce fameux passage où Amélie Nothomb s'adresse à sa chef de service, donc puisque Stupeur et tremblement raconte donc son expérience en tant que stagiaire au Japon dans une entreprise, et donc elle est sur le point de quitter l'entreprise et elle s'adresse à sa supérieure et elle énonce cette phrase qui sort donc de ses pensées, qui est donc dans l'ancien code nippon, il est stipulé qu'on doit s'adresser à l'empereur avec stupeur et tremblement. Je revêtais donc le masque de la stupeur et je me mettais à trembler, je crois, quelque chose comme ça. J'avais trouvé ça incroyable, et le roman se terminait de cette façon, ou quelque chose comme ça, peut-être à 10 pages près. C'était incroyable. Et Acide sulfurique, qui est une espèce de dystopie vraiment très qualitative que j'aime beaucoup. Orwell avec 1984 et La ferme des animaux. Je suis en train de vous faire une vidéo sur La ferme des animaux, je ne sais pas si elle verra le jour, parce que je me remets tout le temps en question et que je suis pas toujours satisfaite. Bref. Pagnol avec La gloire de mon père, Le château de ma mère, Le temps des secrets. Si je devais parler des livres qui ont fondé ma vie en tant que lectrice, ce livre en ferait partie. Je l'ai lu au collège, je l'ai relu
je l'ai lu un nombre incalculable de fois. Je pense que je connais des pans entiers de Elle par cœur. Je l'aime tellement ce texte. Alors je ne le relis pas parce que j'ai très peur de l'expérience que je pourrais en faire aujourd'hui. Mais alors pour moi c'est un bijou, vraiment. Il a marqué ma vie de lectrice. Si un jour je vous fais une vidéo top 5 des livres qui ont changé ma vie de lectrice, celui-là, mais on pourrait que le retrouver à l'intérieur. Eugène Onegin, chef-d'œuvre de la littérature russe, Eugène Onegin, chef-d'œuvre donc de Pouchkine. Ensuite quelques ouvrages de Proust, Rabelais, Les Mystères d'Udolphe que je n'ai toujours pas lu, quelques ouvrages de Françoise Sagan. Voilà, j'ai pas plus à vous dire par ici, je pense. One eternity later. Puis là où je vous ai déjà montré la partie Zola, etc. Enfin, une partie des Zola, etc., etc. Je vous ai pas forcément parlé des titres en détail, mais c'est pas très grave puisque je l'ai déjà bien fait sur les étagères d'avant, donc j'ai pas envie de vous faire perdre trop de temps non plus en rentrant dans les détails. Alors on va enlever Paul rapidement. Donc ici la suite de Zola, en sachant que donc l'autre partie est sur les étagères de Jo. Zweig, alors j'ai beaucoup de titres de Zweig. Ici donc une biographie de Zola de Henri Troya et une de Flaubert également d'Henri Troya, donc dans des éditions qui sont plutôt anciennes. Ici les fameux La Gare des Michards, donc alors ils sont éclatés comme vous pouvez le voir. J'ai eu la chance que, alors je ne sais plus qui m'en avait fait cadeau pour ma prépa CAPES, parce que ce sont des livres quand même qui sont trouvables d'occasion, mais voilà, ça reste toujours onéreux quand vous n'avez pas trop d'argent et que vous faites une prépa concours. Ils sont indispensables, je vous le dis, pour l'histoire littéraire, je les trouve vraiment indispensables. Je dis pas que maintenant il n'y a pas des choses mieux qui se font parce que je n'en sais rien, mais moi je les trouve super, j'adore de temps en temps les relire. J'ai été vraiment passionnée par celui du Moyen-Âge, donc celui-ci. J'ai passé, en fait je relevais tous les noms d'auteurs que je pouvais trouver à l'intérieur et je fonçais à la bibliothèque de la fac, me procurais tous les livres et je lisais tout, et du coup arrivé à novembre-décembre, je n'avais même pas commencé le 16e, 17e en lecture parce que j'étais restée sur le Moyen-Âge, alors qu'au CAPES de lettres modernes, il n'y a pas le Moyen-Âge. Voilà. Donc j'étais bien embêtée, mais c'était fascinant et j'ai fait une bonne partie de ma culture littéraire du Moyen-Âge, française du Moyen-Âge à cette époque-là, parce que j'ai été fascinée par tout ce qui était écrit dans le La Gare des Michards. Donc vraiment, quand vous préparez un concours, c'est cool, mais si vous êtes passionné de lettres, ce sera très bien aussi. C'est des ouvrages qui sont très cool. Ici des éditions scolaires dont je me sers pour de temps en temps, voilà, choisir un petit peu ce que je vais faire lire cette année ou l'année d'après. Ensuite on descend d'un étage et Paul va remonter, voilà. Donc là on est sur la poésie. Poésie, théâtre et littérature antique, Moyen-Âge, majoritairement antique quand même je crois, et également tous mes ouvrages sur le latin ou en latin. Donc je vais enlever cet ouvrage là. Ici vous avez donc une édition de Baudelaire qui est tout abîmée, mais qui est une ancienne édition des Fleurs du Mal que je trouve magnifique, que mon ex-beau-père on va dire m'a offert. Voilà. Puis il travaille beaucoup sur les marchés aux puces et sur les brocantes, et il arrive à dénicher des éditions incroyables parfois. Et là il m'avait conservé celle-là. Malheureusement au fil des ans, comme il me l'a donné quand je devais avoir 16 ou 17 ans, force de déménagement, forcément voilà, l'ouvrage c'est un petit peu abîmé, hein, vous le voyez ici. Mais c'est vrai que voilà, ça fait partie des ouvrages que j'aime le plus dans ma bibliothèque. Laura Lisier, Les Hommes Gobelins, qui est une traduction ainsi qu'une réinterprétation légère, je dirais, du texte de Christina Rossetti. C'est traduit donc par Clémentine Beauvais et illustré par Digli, et c'est chez les éditions La Vigne Brûle. C'est vraiment un ouvrage que je trouve très beau. Les poèmes à Lou d'Apollinaire, évidemment. La terre nous est étroite et autres poèmes de Mahmoud Darwish. Vous en avez un autre ici également, donc Le Lisier de l'étrangère de Mahmoud Darwish. Verlaine, Les plus belles pages de la poésie française, qui est l'ouvrage avec lequel j'ai commencé à lire de la poésie. Il était à mon grand-père, puis c'est ma mère qui me l'a offert. Un autre ouvrage auquel je tiens beaucoup, qui m'a été offert par ma tutrice quand j'ai terminé mon année de stage, donc ma tutrice terrain, donc la première enseignante avec qui j'ai travaillé, qui m'a aidée, qui m'a guidée, qui m'a vraiment aidée à me construire en tant qu'enseignante et qui m'a donné confiance en moi. Donc La poésie au féminin, qui est une anthologie de la poésie au féminin, littéralement. Ici donc le théâtre. Alors moi il faut savoir que j'adore Beaumarchais, donc il y a Le mariage de Figaro, La mère coupable. Alors je l'ai en plusieurs éditions
réédition aussi parce que j'adore ces textes, donc je les relis fréquemment. Médée Antigone de Anouilh, Shakespeare, Racine. D'ailleurs, petit problème Racine, il manque pas mal de choses là. Beckett que j'adore, j'ai découvert fin de partie l'année de mon bac, ça a été là aussi un coup de foudre absolu, malgré la complexité de la littérature absurde et plus généralement des thématiques abordées par Beckett. Fin de partie, c'était incroyable. Et je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas. Je comprends vraiment, mais moi je trouvais ça formidable. Bérénice, qui est mon ouvrage préféré de Racine, je vous en avais parlé il y a très longtemps dans ma vidéo sur mes classiques favoris ou quelque chose comme ça. Mais vraiment, ça a jamais changé. Racine, pour moi, avec Bérénice, c'est... Je pense que c'est ma pièce de théâtre favorite en matière de tragédie, parce qu'après, voilà, comme je vous le disais, c'est vrai que sur tout ce qui va être comédie, vraiment Beaumarchais me fait mourir de rire. Ensuite, on passe à la littérature latine, Moyen-Âge... latine Moyen-Âge majoritairement, et grec aussi, pardon, sûrement, on doit avoir des choses un petit peu. Donc, la Divine Comédie, donc ici, Horace, le bien et le mal, de Cicéron et Virgile, mais en latin, le Gafio, forcément, pour les traductions. Dante avec la Divine Comédie, Tristan et Iseult, donc pour le coup dans la littérature du Moyen-Âge, la Théogonie, les travails et les jours de Hésiode, les laits de Marie de France. Alors là aussi, mais énorme coup de cœur. Je découvre la littérature du Moyen-Âge et je découvre Marie de France, mais quel bonheur, vraiment. Si vous ne connaissez pas, je pourrais vous faire une vidéo sur la littérature du Moyen-Âge, mais ça pour moi c'est incroyable. Perceval, le Comte du Graal, et pareil, un Chrétien de Troyes, j'en ai un peu plus que ça, mais je dois reconnaître que c'est, même en rangeant tout, j'arrive encore à ne pas retrouver certains ouvrages. Les origines de Rome de Tite-Live, donc là on est plus déjà dans quelque chose qui Suétone, pareil, on est plus dans des ouvrages qui sont, je dirais, à la croisée de la littérature et de l'histoire, puisqu'on considère vraiment que les ouvrages de Suétone et Tite-Live peuvent faire foi en matière de témoignages historiques, donc c'est déjà très particulier. Ensuite, on part sur, je dirais, les grands ouvrages. Donc, on a les Métamorphoses d'Ovide, l'Énéide de Virgile, l'histoire de la guerre du Péloponnèse de Thucydide. D'ailleurs, si je devais le mettre quelque part, même si lui est grec, les autres sont latins, je le mettrai ici. Parce que là, c'est pareil, on est plus dans quelque chose d'historique, entre guillemets, ou dont on va se servir pour construire, je dirais, la pensée historique de cette époque-là, l'Odyssée d'Homère évidemment, et ensuite ici vous avez mes ouvrages pour le latin, donc vous avez le bled latin, vous avez ce petit cahier d'exercice qui était pas mal, vous avez une initiation au grec ancien et ensuite un abrégé de grammaire latine que je m'étais procuré donc dans le cadre de la licence 1 en lettres classiques, voilà, et cette beauté là, qui m'a été offerte par un ami de la fac à la fin de nos études, merveilleux cadeau, puisque Baudelaire, Baudelaire, moi je pense mon poète préféré. Si là c'est pareil, je vous ai montré Elle de Lolita Pyle, je vous ai montré qu'est-ce que je vous ai montré, que je vous ai dit ça, enfin, Le Petit Prince, il y a pas mal de livres qui ont changé ma vie, typiquement Les Fleurs du Mal. Voilà, j'étais en 4ème, j'ai rencontré Baudelaire et je me suis dit mon Dieu, comment ai-je pu vivre avant cela? Ensuite, on passe à l'étage, je dirais, de la littérature plus horrifique. Je crois qu'il n'y a que de l'horrifique et du fantastique à cet étage-là, mais on va vérifier. J'ai conservé cette très belle édition de Charlie, donc le roman de Stephen King, que je n'ai pas encore lu, mais alors, je trouve que vraiment, l'édition est sublime, quoi. Sublime. Donc je l'ai conservé, je l'enlève le temps de vous montrer la suite. Donc ici on a on a quelques titres qui viennent des éditions Diable Vauvert avec leur collection poche. Ce sont donc ceux-ci, les ouvrages, ils sont très épurés, mais très chouettes. La mise en page est parfaite, facilite grandement la lecture je trouve. Donc on a Comment le dire à la nuit, Le corps exquis de Poppy Set-Bright. Je ne sais toujours pas ce que je pense de cet ouvrage, mais incroyable expérience de lecture, mais je ne sais toujours pas ce que j'en pense. Entretien avec un vampire d'Anne Rice que je n'ai toujours pas lu. Ici vous avez plein de livres de la collection Pocket Terror. Je les ai pas encore lus non plus, donc je vais pas pouvoir vous en dire plus. J'ai dû en lire quelques-uns là, mais forcément Psychose, je l'ai lu, enfin Psycho. Ici on continue avec la collection de chez Brajlon Terreur. On a Hypnose de Peter James, on a Adam Neuville, encore un Peter James, Graham Masterton. Celui-là il est très gore mais il est très bien.
Je l'aime beaucoup. Stephen King ici, alors évidemment ils y sont pas tous, mais ceux que j'ai lus ou ceux que j'envisage de lire rapidement. Donc bon, j'en ai déjà lu quelques-uns parce que Billy Summer je l'ai lu en grand format parce que je l'avais reçu en service presse, Jessie il est lu, Carrie il est lu, Misery il est lu, Élévation il est lu, ça le tome 1 il est lu, pas lu. Celui-là, je vous en parle tout le temps, mais j'aime beaucoup cette couverture d'ailleurs. Mais c'est mon préféré. Voilà, c'est vraiment. Pour l'instant, en tout cas, ça m'est pas passé. Il y en a beaucoup que j'adore, hein, mais c'est vrai que celui-là, c'est un petit peu mon. Voilà. 22 11 63, dont tout le monde me parle et je n'ai toujours pas lu. Carnet noir, je ne l'ai pas encore lu. La dernière mission de Gwendy, je ne l'ai pas lu. J'ai lu le tome d'avant. Celui-là, il me fait terriblement envie. Si je ne me retenais pas, je le lirai. J'essaie cependant d'être structurée et cohérente dans mes lectures. Mais alors, La leçon du mal de Yuzuki Kishi, qui vient de sortir un nouvel ouvrage très récemment. J'ai super envie de le lire, mais c'est pas le moment. Je l'ai acheté trop récemment et je voudrais bien avancer le reste de ma palle avant de me plonger dans les ouvrages que je viens d'acheter, quoi. Enfin, je trouve que c'est pas très raisonnable. Bref. Oui, alors il y a des petites choses comme ça aussi qui viennent de Rome, voilà, ou d'Athènes, parce que j'avais acheté pas mal de petites sculptures. Quelques livres de Michael McDowell, mais ils n'y sont pas tous. La route de McCarthy, Frankenstein, Un bébé pour Rosemary, que j'adore. Ex, que je n'ai toujours pas lu. Ensuite, alors on arrive sur... Vous allez me dire, elle est étrange, cette étagère. Elle est très étrange. Elle est très très étrange. D'ailleurs, je vais vous le dire, hein, clairement, les deux prochaines sont assez étranges. J'ai fait des choix un petit peu particuliers. Donc ici, on va avoir toute la partie études bibliques, donc ce soit protestantisme, catholicisme ou judaïsme. On a donc des ouvrages qui sont vraiment purement catholiques. Je pense par exemple à des textes type le texte du pape. On a la Bible, le Nouveau et l'Ancien Testament, mais je précise que ce sont les traductions œcuméniques et c'est celle que je vous invite à consulter si ce que vous voulez c'est de la documentation autour de l'histoire biblique, parce que vous trouvez un petit peu tout, il n'y a pas d'orientation particulière, que ce soit vers, je dirais, une tradition ou une autre, et du coup c'est très intéressant. Ici, alors ce sont les évangiles, mais en carnet, et ça c'est top, parce que pour la prise de notes, pour l'étude des versets séparés, etc., c'est génial si vous faites de l'étude biblique. En gros, ça se présente de cette façon. Vous ouvrez et vous avez donc le récit biblique, et ici... Alors la traduction par contre, je ne sais plus laquelle c'est. En sachant que, c'est la version seconde 21. Ici, vous avez le catéchisme de l'Église catholique, donc je dirais que c'est ce qu'on appelle la tradition, un petit peu, dans l'Église, puisque en gros, la différence entre le protestantisme et, je vous dis ça de façon très caricaturale, grosse différence entre le catholicisme et le protestantisme, c'est que le protestantisme s'axe uniquement sur l'étude des textes, c'est-à-dire la Bible. Ici, par exemple, c'est une Bible protestante, tandis que la foi, le dogme catholique s'axe tout autant sur la Bible. Alors du coup je n'ai pas de Bible, si celle-là, mais c'est une abréviation. Ça c'est une Bible catholique par exemple, je crois d'ailleurs, je suis même pas sûre. Et ici vous avez donc en fait deux choses, l'étude biblique et il y en a d'autres, mais majoritairement deux, la Bible et ensuite la tradition, c'est-à-dire ce qui a été établi par les divers papes, etc. Et c'est pour ça donc que pour comprendre l'interprétation que font les catholiques de la Bible, il faut le catéchisme, je dirais que c'est important. Voilà. Ensuite, on a toujours des ouvrages sur la religion, la Bible, donc les interrogations autour de la science et de Dieu, beaucoup, puisque c'était un de mes sujets, notamment de mémoire. Et je trouve que c'est fascinant, voilà. Comme j'envisage, je vous l'avais dit, de reprendre mes études en théologie, c'est vrai que j'ai besoin de pas mal d'ouvrages et dans pas mal de traditions différentes, parce que ça permet quand même de faire pas mal de croisements d'idées, et c'est super intéressant de voir les diverses interprétations possibles. Je poursuis ici avec les ouvrages féministes et certains essais, c'est un petit peu mélangé. Donc on a par exemple, on a 2-3 livres de Andrea Dworkin, le troisième est là, hop, d'ailleurs on va les ranger pour qu'ils soient à la bonne place. Donc on a Les femmes de droite, qui va explorer finalement l'interrogation de comment les femmes peuvent donc se positionner à droite compte tenu de l'idéologie générale de droite qui finalement a quand même une pensée assez rétrograde pour les femmes. On dit ça de façon assez concise, vous m'excuserez, mais je présenterai certainement
une étude plus approfondie lorsque j'en aurai fait la lecture. Vous avez l'Amazone verte qui parle donc du travail de Françoise d'Aubonne dont je vous avais déjà parlé sur la chaîne. Je n'ai pas encore lu cet ouvrage là, mais je pense que ce sera très intéressant. Ici, La femme auteur de Félicité de Jean-Ly, qui est fascinant. Vraiment, lisez-le, il est très accessible. Ici, il est chez... alors, la maison d'édition, c'est Talon Haut, je pense, et la collection, ça doit être Les Plumés. Incroyable, vraiment très très bon livre, je l'ai lu à la fac aussi. Un corps à soi, qui est un ouvrage sur lequel j'étais tombée sur Instagram, qui me tentait beaucoup dans la présentation qui en était faite par la lectrice, je ne me souviens plus de son nom, je suis vraiment désolée, mais je ne me suis toujours pas lancée. Là c'est pareil, des petits livres que je n'ai pas encore lus, on a Manifeste Femen, voilà. Alors voilà, c'est mélangé par contre, hop. Donc on a Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, Le mythe de la virilité d'Olivia Gazalet, c'est des classiques hein, finalement. Moi Les hommes je les déteste de Pauline Armange, qui n'est pas un ouvrage très sourcé, très universitaire je dirais, mais que vraiment j'aime beaucoup. Enfin moi il m'a fait pleurer ce livre, je l'ai trouvé vraiment génial. Parlait vraiment de beaucoup de choses que je pouvais ressentir et penser sans réussir forcément à mettre des mots dessus de façon aussi je dirais cohérente, tout à la fois de façon tranquille aussi et virulente. Enfin c'était assez fascinant comme position. Deux ouvrages dont je vous ai parlé récemment, donc La civilisation du poisson rouge, donc je vais pas revenir dessus, et le Touche pas à mon peuple de Claire Secaille, mais je crois que ça arrivera dans le prochain avis lecture. Crépuscule de Juan Branco que j'ai conservé, mais franchement bon je vous l'ai dit, mais je commence un petit peu à être lassée de cette plume et à être lassée, voilà tout simplement. Les Yoga Sutras de Patanjali décryptés, donc ça c'est le petit ouvrage que j'ai beaucoup travaillé lorsque j'ai passé alors je sais pas si j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais ma formation comme professeur de yoga, c'était vraiment très intéressant. Alors là pour le coup on est vraiment dans la philosophie yogi, donc dans la philosophie du yoga. Vous avez tout ici, hein. Vous avez le sanskrit, le français et une petite analyse. En gros vous avez des principes à respecter qui sont les codes je dirais tout à la fois moraux, vitaux même, et de cohésion, de communion avec le monde dans lequel vous vivez. Ce sont les principes à respecter absolument pour vivre en bonne santé, correctement et selon les codes donc de la vie yogi et plus généralement du yoga. On continue ici avec tout ce qui va être fantastique, mais fantastique fantasy plutôt, dystopie, etc. Donc vraiment classique aussi. Voilà, Le meilleur des mondes. D'ailleurs 1984 devrait être ici, je sais pas pourquoi il est là-bas. Ici ces petites nouvelles que j'adore, dont je vous ai déjà parlé, mais j'aime beaucoup cette collection. Il faut que je lise Nous mourrons nus et La montagne sans nom, mais je vous avais parlé de deux je vais les sortir maintenant, d'ailleurs je vais les lire juste après, tiens. Mais vraiment j'avais adoré. Silo que je n'ai toujours pas lu, j'aime beaucoup cette couverture, par contre je la trouve très épurée, mais je la trouve littéralement à pente, voilà, je suis pas très élégant, mais c'est ça. Ici, Erland de Charlotte Perkins Gilman, qui est une utopie me semble-t-il. Je suis vraiment impatiente aussi, on parle d'une communauté féminine qui évolue donc en marge de la société. Les livres de la Terre fracturée, dont j'entends énormément de bien. Rage de Stephen King, qui ne va pas là, je sais pas pourquoi il date, je vais le mettre là-haut avec les Stephen King, donc dans cette édition que je trouve très belle. Donc, il va là-haut, hop. Je suis une légende de Richard Matheson, La voix des rois de Sanderson, Chasse royale et même pas mort de Jaworski, Le meilleur des mondes de Huxley, Le son de la cité, donc c'est le premier tome de Ces capitales du sud de Guillaume Chamanadjian, mais toujours pas lu non plus. Ça je vous en ai parlé récemment, c'est incroyable, je savais pas dans quoi le ranger, donc il est ici. Un petit peu de Tolkien, même si comme je compte racheter Le Seigneur des Anneaux dans des éditions un petit peu plus sympathiques, je me suis séparée de mes anciennes versions qui n'étaient pas incroyables. Et donc je n'ai pas Le Seigneur des Anneaux dans ma bibliothèque depuis la première fois depuis longtemps, c'est assez étrange. Et là on va rentrer dans, alors voilà, celui-là je vais le laisser là quand même, mais parce que je ne savais pas où le mettre. Donc ici c'est un ouvrage sur Maurice et Katia Kraft, de volcanologues, par lesquels j'étais vraiment fascinée lorsque j'étais enfant, puisque je voulais être volcanologue, et je me suis procuré ce livre donc à Vulcania. C'était un petit souvenir de Vulcania, même si aujourd'hui on habite vraiment à côté finalement. Ensuite on passe à la philosophie. Alors là vous avez de tout, ne cherchez pas de cohérence ni de classification par époque,
philosophique, il n'y a pas, d'accord. Puisqu'ici, par exemple, on commence avec Sénèque et on passe à Schopenhauer, donc vous vous doutez bien qu'entre-temps, dans l'histoire, il s'en est passé pas mal des choses. Mais bon, je vous montre un petit peu ce qu'il y a. Donc il y a Manger de la chair de Plutarque, L'homme romain d'Andrea Giardina, qui pourrait tout aussi bien aller et qui irait d'ailleurs beaucoup mieux dans la partie histoire, et donc là-haut dans la partie latine, je vais le changer de place. Introduction à la littérature fantastique de Todorov, alors c'est pareil, on va le mettre en études littéraires. Alors là, qu'est-ce qu'on a ah oui, ça c'est des ouvrages que j'avais récupérés dans une ancienne école, je trouve ça super joli. J'ai un petit précis de grand-mère, mais c'est pareil, je sais pas pourquoi il est là. Études littéraires. Le prophète de Khalil Gibran, que honnêtement, faudrait que je le relise. Voilà, je vais rien dire, il faudrait que je le relise. Un petit ouvrage sur Saint-Augustin ici. Giordano Bruno, que j'ai étudié en long, large, en travers, dont la philosophie me passionne. La cité de Dieu de Saint-Augustin, Du monde clos à l'univers infini d'Alexandre Koyré. Qu'est-ce que j'ai pu lire ce livre? Qu'est-ce que j'ai pu le lire, le relire, m'interroger, m'en servir, impressionnant. Et alors là, dans le même registre, même la docte ignorance de Nicolas de Cuse. Wow. Ah, par contre, je vous recommande pas du tout de lire ça si vous voulez découvrir de la philosophie. Je dirais... Comment je pourrais dire ça? J'allais dire première, mais c'est un petit peu ça. Hein. Là, on est déjà sur un niveau de réflexion on parle beaucoup de la théorie de la connaissance, par exemple. Je suis pas sûre que ça intéresse tout le monde. On parle beaucoup de la place de l'homme aussi dans l'espace, dans l'univers. Après, ce sont des termes qui ne sont pas tout à fait poncés, usés... employé à cette époque-là, donc c'est assez complexe d'en parler. Voilà, déjà, je vous conseille nettement plus de lire Pascal avec les pensées, par exemple. Je pense que c'est beaucoup plus, donc c'est moins de la littérature, c'est moins de la philosophie spécialisée, et donc de ce fait je pense que c'est beaucoup plus universel. Voilà, franchement ça c'est des thématiques, faut que vous aimiez la théorie de la connaissance déjà, et puis l'interrogation, voilà, de la place de l'homme dans l'univers et tout ce que ça peut entraîner, en sachant que Nicolas de Cuse, il est avant Giordano Bruno, donc 1450 peut-être, et ouais, 1440, 1450, donc ouais, donc on est sur de la philosophie du 15e siècle, ça fait pas rigoler. Voilà. Pascal, donc avec les pensées, que vraiment je vous recommande si vous souhaitez vous lancer dans la philosophie. Pareil, le réel et son double, Clément Rosset, donc une interrogation sur comment, quel est notre rapport au réel, qu'est-ce qu'on entend par la réalité, etc. etc. Nietzsche, je ne vais pas vous en parler plus en détail. Camus, le mythe de Sisyphe, moi personnellement je le range en philosophie, n'en déplaise aux puristes. Le Delirium de Lucrèce, là c'est pareil, on est un petit peu sur les mêmes types de titres que Du monde clos à l'univers infini de Koyré, La docte ignorante et les ouvrages de Giordano Bruno. C'est qu'en fait, si vous aimez la philosophie qui vraiment se rapproche de la science, des interrogations scientifiques, pourquoi pas, mais honnêtement, c'est pas forcément ce que je vous recommande pour vous lancer en philosophie. Si vous vous posez simplement la question de ce que ça peut être véritablement, je trouve que déjà, commencer par là, pourquoi pas, avec Platon, certains titres, je pense, au Banquet, qui est finalement, je pense, assez souvent recommandé dans le domaine. Je vous avoue que je suis un petit peu nulle pour savoir par quoi débuter, parce que nous, on nous a fait directement débuter par Husserl les prolégomènes à la logique pure quand j'étais à la fac, et je vous recommande pas ça, vraiment pas. D'ailleurs on a perdu 3/4 de la classe à ce moment-là, donc ne faites pas ça. Mais partez de l'antique. Moi je trouve que l'antique c'est très intéressant. Par exemple, si vous partez alors peut-être pas de l'antique grecque, mais par exemple si vous partez de Sénèque, déjà vous allez voir plein de choses dans le stoïcisme qui sont fascinantes et qui sont applicables, qui sont à tenter en tout cas de suivre comme précepte de vie un petit peu. C'est vachement intéressant. Mais Platon pareil, hein, mais simplement c'est rédigé sous forme de dialogue, c'est assez exigeant dans la forme, et il faut être assez familier des images et des métaphores auxquelles fait appel Platon. Après, très honnêtement, la culture que ça apporte, c'est assez impressionnant, et ça permet aussi de lire bon nombre d'ouvrages par la suite avec une espèce de vision platonicienne qui est intéressante. Même chose pour Aristote, mais je vous conseillerais pas forcément de lire Aristote si vous vous lancez dans la philosophie. Bref, je sais que pas mal de personnes m'ont demandé de parler un petit peu des ouvrages pour entrer dans la philosophie. Je vais essayer de m'atteler à cette tâche-là, mais pour l'instant, j'avoue que si je dois vous conseiller des choses, ce serait typiquement Camus, Pascal, pourquoi pas. Mais franchement, moi ce que je vous recommanderais en premier, je pense que ce serait le stoïcisme, parce qu'en général, déjà ça plaît.
et c'est très intéressant. Ensuite, donc toujours, on a 2 livres de Simone Weil, un livre sur Newton, donc pareil qu'on va ranger dans la catégorie des ouvrages philosophiques qui parlent de science. D'ailleurs, vous avez une collection entière qui est Apprendre à philosopher avec. Je vais pas vous dire que c'est pour les novices non plus, parce que c'est quand même assez costaud par moment, mais c'est des bonnes introductions. Je vous reprends face caméra 2 petites secondes. Donc j'ai terminé les grandes bibliothèques, je suis désolée, j'imagine que la vidéo est très longue. Je pense que je couperai certains moments, peut-être les moments où je vous parle plus en détail de certains titres, parce que ce n'est pas le lieu et que j'ai toujours tendance à m'emballer dans mon débit de parole et la quantité de choses que je peux dire. Ce que je vais faire, c'est que je vais avancer sur la bibliothèque grand format, et je terminerai par les mangas, comme ça si vous n'êtes pas intéressé par la partie graphique, vous pourrez quitter. La seule chose qui ne sera pas présente dans cette vidéo, ce sont mes BD, parce qu'elles sont dans le couloir et que là tout de suite je ne peux pas aller filmer là-bas, donc voilà, vous aurez seulement les mangas pour la partie graphique, mais les graphiques j'en ai pas tant que ça finalement, et ce que je garde c'est vraiment les énormes coups de cœur, et beaucoup sont dans ma classe aussi, donc il faudrait que je vous filme la bibliothèque de la classe. Bref, tout ça pour dire que on va faire les grands formats, romans, la plupart du temps ce sont les romans ados, je dirais, parce que ce que j'ai en grand format, oui, c'est majoritairement de la fantasy, du fantastique ou du young adulte. Voilà, je suis à contre-jour, je suis désolée, j'espère que c'est pas trop dérangeant. On change de bibliothèque. Donc je vais pas trop épiloguer. Vous avez les livres de Max Kayes dont je vous parle souvent, qui est un youtubeur que j'aime beaucoup. J'ai racheté, mais je vous en ai déjà parlé, La Maison des Feuilles en grand format, parce que voilà, confort de lecture évidemment. Ces petits livres là, manga philo, je vous en ai parlé, parce que je viens de les acheter, ça a l'air super cool. Même chose là, j'ai La philosophie du cinéma d'horreur, ça a l'air super cool, donc je suis contente d'avoir trouvé ça à Gibert vraiment par hasard. Ici quelques ouvrages de Becky Chambers qui ne sont pas donc en format relié, donc pas là-haut, mais je pense que ils vont finir par migrer dans pas longtemps. Ici on a le 3e ouvrage de Max Kayes. Vous voyez, heureusement qu'on range, parce que finalement rien n'est à sa place. Voilà, j'ai gardé que mes gros coups de cœur, hein. Vous voyez, il y a les livres de Joanne Richoux, ils y sont quasiment tous, il y en a qui sont là-haut. Les ouvrages d'Elodie Chan que j'aime beaucoup, qui fait également partie donc de la collection Iskun chez Sarbacane, roman d'Axel Sandre, Arnaud Catherine, Pascaline Nolo. Bref, vous voyez qu'en jeunesse, en young adulte, je garde vraiment mes gros coups de cœur. Ariel, bien sûr, avec les sœurs Carmine, Gary Cook, Le goût amer de l'abîme, qui est... Cet ouvrage, je l'aime tellement que vous vous rendez compte, je l'ai gardé de 2018, en épreuve non corrigée. J'ai même pas la version définitive. Je l'aime tellement. C'est franchement incroyable. Là, il y a des choses que j'ai pas lues, des choses que j'ai lues. Donc ça c'est pas lu, mais Sirius avait été encensé lors de sa sortie au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil. C'est pour ça que je me le suis procuré. L'Abvona, génial, une fille facile, faut vraiment que je le lise. Valentine, je le garde parce qu'il est dédicacé par Anne-Laure Bondou, même si je préférerais l'avoir en poche aujourd'hui, ce n'est pas très grave. Ça c'est pareil dans les livres qui ont marqué ma vie, mais... Ouais, je vous en parlerai un jour certainement, je vais pas rentrer dans les détails, mais très difficile à trouver. C'est d'ailleurs pour ça que c'est un exemplaire qui vient de bibliothèque, mais ce livre, c'est un des livres que j'ai le plus lu de ma vie, je pense. Ici, un autre livre d'Otessa Moshveg, L'orage qui vient, donc Louise May. Ici, un ouvrage d'Axel Sandre, on va le remonter avec X', et à Cotard, voilà, en gros. En gros, c'est tout. Donc les mangas, ici vous avez petite étagère, voilà, de décoration. L'attaque des titans, édition colossale des 3 premiers tomes. Les Demon Slayer en grand format, donc collector aussi, je pense. Je crois qu'il y a 2 tomes à l'intérieur, ou 3, je ne sais plus. Les Naruto, édition Okage, il manque le 5 parce que je suis en train de le lire et que nous sommes en train de revoir l'animé. Ça, ce sont donc les ouvrages parus chez Le Renard Doré. Je vous en ai déjà parlé, donc je vais pas revenir dessus. Si vous voulez plus de contenu sur les mangas, etc., n'hésitez pas, parce que je ne vous parle pas de tout, de crainte justement que cela vous intéresse peut-être un petit peu moins. Ici, intégrale de Secret et intégrale de Doubt, donc qui sont en grand format, ce qui est très bien pour les illustrations qui sont nettement plus lisibles et visibles. Et là, ici, on voit le Poison City, qui était également donc grand format chez Kyun. Ensuite, on passe à Junji Ito. Voilà, quelques-uns ici, quelques-uns là. Là, on a un ouvrage de Kazuo Umeji qui est la main gauche de Dieu, la main droite du diable, dont j'aime beaucoup la couverture, mais bon, la plupart de toute façon des titres publiés dans cette maison d'édition ont des couvertures un petit peu rétro comme celle-là. J'ai gardé les Happy Land que j'avais trouvé très sympa. C'est une biologie qui met en scène une famille qui se retrouve dans un parc d'attractions complètement
malsain géré par ce protagoniste qui est un lapin. Et je vous en dis pas plus. Baptisme de Kazuo Umezu qui fait partie de mes sagas horrifiques favorites en manga. Donc je vous invite à la découvrir. Ce sont des éditions qui sont toutes petites comme vous pouvez le voir, publiées donc chez Glénat. Bref, je fais du terme, non je vais arrêter, on va vite terminer parce que je suis désolée, je parle trop. Les 3 premiers tomes de l'Atelier des Sorciers, les 2 premiers tomes de Spy X Family, donc tout ça j'ai pas lu. Quintessence, Quintuplé je n'ai pas lu. Quintessentiel, Quintuplé j'ai pas lu. Là par contre on est dans mes, je pense, ma plus belle découverte manga de cette année, à savoir Shuzo Oshimi avec donc Les Liens du Sang et les 15 tomes. Le 16e vient de sortir, il faut que je me le procure. Je me le procurerai certainement mercredi à Clermont. Les Fleurs du Mal, alors il manque le tome 1 parce qu'il est placé pour que j'en parle en point lecture, mais cette saga, les deux, voilà, vraiment si vous vous lancez dans le manga, il y a plein de personnes qui disent oui mais commencez pas par Shuzo Oshimi. Franchement si vous êtes un peu exigeant, que vous aimez les choses un petit peu torturées, tordues quand même, ça va vous plaire, mais c'est aussi hyper exigeant, hyper poétique, c'est vraiment des bijoux. Ensuite en dessous on a les 7 premiers tomes de Berserk, on a les 8 premiers tomes de Jujutsu, donc là les tomes je les ai terminés, je suis en attente. J'ai commandé je crois du 8 au 16 sur Vinted, du 9 au 16 pardon sur Vinted, donc je suis en attente de la réception de la suite pour continuer, terminer l'animé. Les 5 premiers tomes de Dan Dadan que j'ai toujours pas lu. Hell's Paradise, je les avais déjà lus, je les ai rachetés parce que je les aimais beaucoup, mais c'est vrai qu'à l'époque je ne conservais pas les mangas, mais je les ai rachetés. Enfin, j'ai racheté les 2 premiers parce que je les ai trouvés pas chers. D'ailleurs, oui, la plupart des mangas je les achète d'occasion et je les trouve très peu chers, sauf, voilà, je vais pas mentir, les Shuzo Oshimi, les Liens du Sang, franchement ce mois-ci j'ai acheté je crois du 5 ou 15. Franchement ça m'a coûté une fortune parce que du coup 10 tomes, ça m'a fait 75 balles je crois. Mais vraiment, c'est vous dire la frénésie, parce que je mettrai jamais des sommes pareilles pour acheter une saga d'un coup, quoi. Les Fleurs du Mal, je les ai trouvées sur Vinted, je crois que je les ai payées 35 € le lot. Mais Shuzo Oshimi, hors collection complète, c'est très difficile à trouver d'occasion. Donc franchement, si vous vous lancez, voilà, sachez que ça a un coût. Et même problème, alors là, il y a les Moriarty, moi je les ai pas lus, c'est mon copain qui les lit. D'une Explicit Goddess, je vous en ai déjà parlé, le tome 2 est paru, mais Doki Doki me l'a toujours pas envoyé, du coup je déprime un petit peu j'avoue. Bonnie Poon Poon, il faut que je vous en parle, un chef d'œuvre, merveilleux, magnifique. Là c'est pareil, facile à trouver d'occasion si vous les achetez tous, beaucoup plus difficile si vous cherchez des tomes indépendants. Donc je vous invite vraiment à économiser, à prendre la série entière, parce que moi je n'ai pas fait ça. Et alors qu'est-ce que j'ai galéré à compléter, j'ai galéré, hein. Mais vraiment bijou, cette série, bijou. Alors elle est hyper particulière, les couvertures sont hyper épurées, vous avez juste ce petit oiseau qui est dessiné là, bref. Je vous en parlerai plus en détail de toute façon. D'ailleurs je vais le sortir, je crois qu'il faut que je vous en parle en point lecture. En bas, c'est vraiment les mangas de mon adolescence. Ici on a Fruit Basket, je les ai repris dans la Perfect Edition. Là c'est vraiment les premiers mangas sur lesquels je les ai lus, donc je suis très émue parce que les Last Carter, les Nanas, donc ça c'est vraiment ma vie en termes de manga, c'est le manga de toute ma vie. Là c'est pareil, un top 5 d'ouvrages qui ont marqué ma vie. Impossible de ne pas y trouver Nana, enfin si on peut élargir à 10 ça m'arrangerait bien parce qu'il y a quand même pas mal de Flaubert à mettre aussi dedans, mais ouais, Nana, un bijou. Go Ginjo Nuit Quartier qui est donc, alors là ce sont les nouvelles éditions chez Delcourt Tonkam, je les trouve vraiment pas mal. Les éditions précédentes je vous les remettrai en photo, mais je vous en avais parlé dans un book haul. Elles étaient dans une espèce de bleu électrique, etc., et là on retrouve donc les 2 passions de Ayazawa, à savoir la mode et le manga, le dessin. Donc vraiment j'avais adoré cette saga là. Ici on a les Your Name Another Side, donc le tome 1 et le tome 2, je ne les ai pas encore lus, et ça je voulais tenter depuis un moment parce que donc c'est un manga, des dinosaures et des gens qui s'occupent des dinosaures, voilà, donc forcément ça me plaisait l'idée. Et je pense que vous n'allez pas en revenir, mais je crois que nous avons fini de faire le tour. Je ne pensais pas que la vidéo durerait aussi longtemps, j'espère quand même qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si il y a des choses qui vont piquer votre curiosité, mais sur lesquelles je ne suis pas rentrée dans les détails. Voilà, l'espace commentaire est fait pour ça, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Je précise toutefois, même si je pense que c'est assez évident, que je ne fais en aucun cas cette vidéo pour montrer la quantité de livres que je possède et faire un quelconque comparatif avec d'autres booktubeurs ou avec vous-même d'ailleurs.
d'ailleurs. Simplement voilà, je vous montre ce que j'ai à la maison, comment c'est organisé, et je vous présente également ça parce que c'est un contenu que j'aime bien consommer. C'est vrai que il y a des choses que je propose sur la chaîne que je ne regarde pas trop chez les autres. Typiquement je pense au book haul, c'est pas forcément quelque chose que j'aime regarder chez les autres, mais je sais que c'est des vidéos qui plaisent sur ma chaîne, donc je continue de les tourner, même si voilà, c'est pas forcément ce qui va moi personnellement le plus me parler, parce que je n'ai pas l'opinion sur les livres, enfin je préfère 1000 fois les avis lecture personnellement. Mais c'est vrai que voilà, pour le coup j'aime bien les bookshelf tours, j'aime bien quand ils sont annualisés aussi pour voir où en sont les personnes, ce qu'elles conservent, est-ce que leur goût évolue, etc. etc. C'est dans cette démarche que j'ai fait cette vidéo. J'espère que ce petit tour de mes bibliothèques vous a donc plu et je vous dis à bientôt.